Bonjour à tous. Je suis à nouveau accompagné aujourd'hui de Glenn Diesen, mon collègue et ami en Norvège. Je suis sûr que vous le connaissez tous. Il tient également une excellente chaîne YouTube et il est professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège. Glenn, bienvenue à nouveau. Glenn, welcome back. Oh, thank you. Merci d'être invité. I wish it would be for better circumstances. J'aimerais que ce soit dans de meilleures circonstances, mais en ce moment, beaucoup de choses vont vraiment mal. Nous devons d'abord parler de notre collègue Jacques Baud, qui depuis hier, aujourd'hui nous sommes le 16 décembre, et hier le 15 décembre, a été sanctionné par l'Union européenne. Jacques Baud, bien sûr, est un colonel suisse, un ancien colonel suisse aujourd'hui à la retraite, vivant dans un pays européen. Il est passé dans ton podcast, il est passé dans le mien, et il propose des analyses brillantes, notamment sur l'Ukraine et la Russie. Il a écrit des livres sur l'Ukraine, la Russie et les origines de la guerre en Ukraine. Et maintenant, l'Union européenne l'accuse de diffuser de la propagande russe et l'a inscrit sur la liste des sanctions. As-tu pu y croire quand tu as entendu cela? Could you believe it when you heard that? It did take me by surprise. Eh bien, cela m'a pris par surprise, surtout parce qu'ils s'en sont pris à quelqu'un de son envergure, ce qui était intéressant. Mais c'est la direction que lui-même a prise depuis un certain temps. Vous avez également évoqué la décision de sanctionner des citoyens allemands qui ont fait des reportages à l'étranger, des personnes qui ne peuvent plus rentrer chez elles, dont les comptes bancaires sont gelés. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Chaque fois que vous voyez ces choses horribles se produire aujourd'hui, il faut les replacer dans le contexte de la direction que nous prenons. Mais je suppose que ce qui rend cela particulièrement inquiétant, ce n'est pas seulement qu'il soit colonel du renseignement suisse. L'essentiel, le principal sujet dont je parle toujours avec lui, c'est son inquiétude quant à la manière dont l'UMI mène des politiques qui sapent ses propres intérêts économiques et sécuritaires. Et une partie de la raison, c'est que l'UE s'est enfermée dans des récits dont elle ne tolère pas les alternatives. Donc, même si vous disposez de faits vérifiables, ils ne sont pas admis dans le débat s'ils contredisent le récit dominant. Et lui, en tant que colonel du renseignement suisse, est très préoccupé. Car si l'on n'est pas capable d'identifier les principaux enjeux, les vrais problèmes, alors on ne peut pas les résoudre, ni agir dans son propre intérêt. C'est là l'essentiel. Et ensuite ils ont dit, eh bien, c'est de la propagande russe. C'est devenu un mot qu'on peut lancer à tout propos. Il n'a plus besoin d'être prouvé. Ils utilisent ces petites formules comme éléments de langage du Kremlin, comme si votre argument ressemblait simplement à ce que les Russes pourraient dire. Et donc, vous seriez un propagandiste. Je veux dire, puisque l'humain Welev a toujours raison, les Russes ont toujours tort, et si vous contestez cela, eh bien, c'est que vous êtes du côté des Russes. Donc ce ne sont pas des temps faciles pour l'Europe. Non, pas du tout. Et tu as raison à propos du contexte. Je devrais aussi ajouter qu'il n'est pas le premier Suisse à figurer sur la liste des sanctions de l'UE. Avant lui, en juin de cette année, Nathalie Jump y a été ajoutée. C'est une binationale suisse-camerounaise, mais elle vit en Suisse. Elle est suisse, née en Suisse, avec un passeport suisse et tout. Et honte à moi, la nouvelle ne m'est pas parvenue. Je ne l'ai pas vue, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais déjà en juin, elle avait été inscrite sur la liste des sanctions. Elle m'a dit, il y a un instant, quand j'ai enfin pris contact avec elle, que cela avait eu des conséquences très graves pour elle. Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l'Union européenne, les banques suisses ont tout de même gelé ses comptes et elle ne peut pas survoler le territoire de l'UE. Donc je ne vais pas te dire où elle se trouve en ce moment, mais c'est comme ça. Si tu es à l'étranger, tu ne peux pas retourner en Suisse. Si tu es en Suisse, tu ne peux pas partir à l'étranger. Tu es enfermé.
la Suisse est complètement entourée par l'Union européenne. C'est donc très, très sévère et draconien. Et ici, nous parlons simplement d'accusations, n'est-ce pas? Rien n'a été prouvé devant un tribunal. Je veux dire, Glenn, qu'est-ce que cela nous dit sur l'état de l'Union européenne? C'est une punition qui ne vient pas du pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir exécutif qui inflige des sanctions à des citoyens privés de nos pays. Non, ce n'est pas un contrôle démocratique. Il n'y a aucune surveillance. Comme vous l'avez dit, c'est le Conseil européen non élu qui impose simplement ses décisions. Et bien sûr, si vous allez sur le site officiel de l'UEMOA, vous pouvez voir comment c'est présenté. Le nom du document est « Oui, c'est une décision concernant des mesures restrictives à la lumière des activités déstabilisatrices de la Russie ». Donc, vous soutenez que la Russie déstabilise l'Europe, ce qui signifie... Eh bien, comment mettriez-vous cela en pratique? En quoi cela se traduirait-il concrètement en termes d'activités spécifiques? Et ensuite, il est indiqué que quiconque formule des points de vue ou des arguments pouvant être perçus comme soutenant ou légitimant la Russie est considéré comme déstabilisateur. Il déstabilise parce qu'il menace l'UEMOA. Et aussi, si vous critiquez la direction de l'UEMOA ou ses décisions, eh bien, vous déstabilisez un peu aussi, parce que les gens pourraient perdre confiance dans la direction de l'UEMOA. Ainsi, toute dissidence peut désormais être perçue comme déstabilisatrice. Car la stabilité, selon eux, signifie que nous sommes tous d'accord pour dire que notre conflit avec les Russes est une histoire en noir et blanc. Un combat du bien contre le mal, des forces de la lumière contre celles des ténèbres. Et si vous prenez maintenant le parti des ténèbres en essayant de les défendre, c'est-à-dire en cherchant à expliquer ce que fait la Russie, alors vous pouvez être considéré comme une force déstabilisatrice. Et ils s'en prendront à vous aussi. Franchement, s'en prendre au colonel Jacques Pou, de toutes les personnes possibles, cela ne peut pas s'expliquer de manière sensée. Ils doivent parler en clichés et en slogans, avec ces idées vagues sur la déstabilisation de l'Europe, simplement parce qu'on remet en question sa direction. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais, tu sais, Nathalie Jambon aussi. Je veux dire, c'est une anticolonialiste. Elle essaye de dénoncer tous les torts qui continuent d'être causés, surtout par la France, à travers ses comportements néocoloniaux persistants de la France et de l'Europe. Tu vois, ce genre de discours, c'est exactement pour cela qu'existent les droits humains et la liberté d'expression. Non? Pour que les citoyens puissent critiquer leurs États et l'environnement dans lequel ils vivent, afin que nous puissions avoir une démocratie saine. Et je me disais, au moins, vous savez, même si l'Union européenne est imparfaite, et nos démocraties occidentales le sont aussi, je pensais qu'au moins la séparation des pouvoirs fonctionnait. Mais encore une fois, il s'agit d'une punition infligée par le pouvoir exécutif à des individus qui n'ont été reconnus coupables par aucun tribunal. Comment est-il possible que l'exécutif, aujourd'hui dans l'UEMOA, puisse concentrer autant de pouvoir? Et peut-être pouvons-nous aussi replacer cela dans le contexte des avoirs russes gelés. Vous savez, ils y vont, ils sautent tant d'étapes. J'allais justement comparer cela à la... Voler les avoirs russes. Car bien sûr, dans l'Union européenne, il y avait ce vote tous les 6 mois pour décider de prolonger ou non les sanctions. Et il fallait l'accord de tous. Mais maintenant, évidemment, comme ils voient qu'ils perdent l'argument et que la guerre pourrait toucher à sa fin, la pression monte, puisque certains États membres ne veulent pas forcément voter pour renouveler les sanctions. Et beaucoup d'États membres sont aussi un peu inquiets que l'UEMOA enfreigne désormais toutes les règles. En gros, qu'elle vole, qu'elle s'approprie les avoirs russes, ce qui n'a jamais été fait auparavant. C'est donc assez extrême. Alors, que fait l'UEMOA? Parce que, lorsqu'elle rencontre de l'opposition, que fait l'Union européenne?
eh bien, elles foncent tout droit. Donc maintenant, bien sûr, ils ont suspendu cela. Il n'y aura plus de vote. Ils ont simplement changé les règles. Désormais, les avoirs sont gelés de manière permanente. Pour les libérer, tous les membres doivent être d'accord. Donc même des pays comme l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, vous savez, profondément russophobes, ne libéreraient jamais quoi que ce soit. C'est donc sous une forte pression. Mais oui, donc voilà. Et comment cela se fait-il? Comment cela peut-il être légal au sein de l'Union européenne? Eh bien, ça ne l'est pas. Les règles n'ont plus aucune valeur. C'est juste du n'importe quoi. Et je veux juste ajouter une chose de plus, Jacques Baud. Parce qu'encore une fois, j'ai ici le document du Conseil de l'UMRL, où il est indiqué que oui, c'est un ancien colonel de l'armée suisse et un analyste stratégique, blabla. Il est invité dans des émissions pro-russes, des programmes télévisés et radiophoniques pro-russes. Donc ce n'est même pas russe. Ils sont considérés comme pro-russes. Qu'est-ce que cela signifie exactement, pro-russe? Si vous êtes un universitaire, vous voudrez analyser cela. Est-ce que cela veut dire que vous pensez qu'il est important d'entretenir de bonnes relations avec la Russie, qui est le plus grand pays d'Europe? Faut-il détester les Russes? Je veux dire, est-ce que cela signifie que vous soutenez les Russes contre l'Occident? Cela peut vouloir tout et rien dire. Alors, il lance simplement ces termes, pro-russe. Il sert de porte-parole, je veux dire. Et ensuite, la preuve qu'ils avancent, c'est qu'ils seraient responsables de soutenir ces théories du complot. L'exemple qu'il donne ici, c'est par exemple l'accusation selon laquelle l'Ukraine aurait orchestré sa propre invasion pour rejoindre l'OTAN. Or, ce que le colonel Baud a réellement dit, c'est qu'il a cité Arestovitch, qui était conseiller de Zelensky, une figure assez influente au sein de l'administration de Zelensky. Arestovitch a donné une interview en 2019 où il a essentiellement prédit quand l'invasion russe aurait lieu, ce que les Russes prendraient et ce qu'ils feraient. Et il a soutenu que cela devait être fait parce qu'une grande guerre avec la Russie serait le ticket d'entrée dans l'OTAN. Il a essentiellement dit, vous savez, notre menace de rejoindre l'OTAN finira par déclencher une invasion russe, puis l'OTAN interviendra pour nous aider et nous vaincrons les Russes. Donc ce sera notre ticket pour l'OTAN, une grande guerre avec la Russie, et ce sera très cool, c'est ce qu'il a dit. Je veux dire, il cite Arestovitch. Maintenant, si c'est le principal conseiller de Zelensky, comment ça peut-il être une théorie du complot? À ce stade, il faudrait dire que Kiev diffuse de la propagande sur elle-même, des théories du complot sur elle-même. Il ne fait que citer. Mais maintenant, il est sanctionné. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, ou qu'ils présentent un contre-argument. Ils l'ont sanctionné. C'est très sombre. C'est très soviétique. C'est bien là tout le problème. Ils n'ont rien à prouver, n'est-ce pas? Non. Et ce n'est qu'un petit passage, un paragraphe. Ce paragraphe, avec son nom, sa nationalité et sa date de naissance, se trouve dans cette base de données. Et quiconque figure dans cette base ne reçoit plus aucun service d'une organisation liée à l'UMOL, n'est-ce pas? Sinon, il est sanctionné. Donc ils n'ont rien d'autre à faire que d'y inscrire les noms et ce petit extrait. Ils n'ont rien à prouver. Devant un tribunal, cela ne tiendrait pas, car tout cela n'est qu'un ensemble d'accusations. Des accusations extravagantes, qui ne sont même pas illégales. Ce n'est pas illégal d'être pro-russe. Il n'existe aucune loi dans l'Union européenne qui vous interdirait de... Non. Je ne pense pas qu'il y ait une loi qui vous empêche de dire quelque chose comme ça. Il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas utiliser RT, que vous ne pouvez pas utiliser Sputnik. Mais en théorie, nous vivons dans des sociétés libres. Non? Même s'il était pro-russe, ce qu'il n'est pas, il analyse la situation et explique les origines de ce phénomène dans un certain cadre. Mais nous faisons tout cela. Je suis simplement choqué que tout cela en soit arrivé là.
Autrefois, c'étaient les journalistes, n'est-ce pas? Ceux qui rapportaient depuis les lignes de front. Nathalie Yump, je ne la connaissais pas, on l'accuse d'y être allée en avion, et ainsi de suite. C'est scandaleux. Je veux dire, ensuite elle est incluse là-dedans, et maintenant c'est le colonel Bull qui fait de l'analyse. Et ils n'ont pas besoin de le prouver. But this was his job. He's an analyst. Mais c'était son travail. Quel était son travail? Il est analyste pour les services de renseignement suisses. Quand on fait de l'analyse, on recueille des informations et on en fait une évaluation objective. Et pour cela, il faut aussi reconnaître, par exemple, les préoccupations de sécurité des adversaires. Et c'est là le problème. Nous savons déjà depuis le début de cette guerre que l'Union européenne est très obsédée par les récits, qu'elle doit alimenter certains récits. Par exemple, toi et moi avons déjà parlé de ce besoin de promouvoir l'idée qu'il s'agissait d'une invasion non provoquée. C'est crucial, car une fois que l'on accepte que c'était non provoqué, que c'est simplement de l'opportunisme, alors on ne peut plus faire de compromis, car ce serait alors de l'apaisement. Vous ne faites que récompenser l'expansionnisme, et c'est pourquoi il faut le vaincre par la force militaire. Comme l'a dit l'ancien chef de la diplomatie de l'UMAB, cette question se réglera sur le champ de bataille. Bien sûr, c'était à une époque où l'UE était plus optimiste quant à la défaite de la Russie. Mais cela faisait partie intégrante du récit. Et il est très facile de le réfuter, car depuis 30 ans, des hauts responsables à travers l'Occident expliquent que l'expansion de l'OTAN était perçue par la Russie comme une menace existentielle. Tous reconnaissaient que l'Ukraine représentait la plus rouge de toutes les lignes rouges. Mais évidemment, on ne peut pas remettre en cause le récit. Ainsi, désormais, quiconque évoque des faits qui le contredisent est perçu comme un facteur de déstabilisation. Et ce qui est étrange avec le colonel Abou, c'est que dans ses livres et tout le reste, il ne cite presque que des sources occidentales. La raison pour laquelle l'ULEL a dû l'accuser d'apparaître dans des émissions de télévision pro-russes, c'est qu'en réalité, il ne passe pas sur des programmes russes. Il ne veut pas que ses arguments soient utilisés par la propagande russe. Donc ce type, il fait une analyse totalement objective. Il étaye tout en utilisant des sources occidentales. Il évite de trop apparaître dans les médias étrangers pour que son analyse ne soit pas exploitée à des fins de propagande. Il fait tout comme il faut. Et pourtant, il est sanctionné. Je veux dire, s'ils peuvent s'en prendre à lui, ils peuvent s'en prendre à n'importe qui maintenant. Et ça, oui. C'est ça, le message. C'est ça, le message. C'est très clair. Donc ce message, je veux dire, c'est une énorme punition pour lui, et cela va probablement bouleverser la vie qu'il menait jusqu'à présent. Cela va lui imposer des changements radicaux sur le plan personnel. Et c'est aussi un message pour toi et moi, n'est-ce pas? Un Norvégien en Norvège, un Suisse au Japon. C'est comme si nous pouvions tous, n'importe lequel d'entre nous, à tout moment, nous retrouver sur cette liste. Et c'est ça le message. C'est comme punir un, éduquer 100, des centaines, n'est-ce pas? C'est très très draconien, très orwellien. Je ne comprends toujours pas très bien comment il a été possible que cela passe. Il semble que ce soit les Français qui l'aient demandé. Et au final, cela signifie simplement que le Conseil européen a voté là-dessus et y a donné son accord. C'est donc une décision d'un organe européen. Je ne sais pas si cela s'est fait à la majorité ou à l'unanimité, mais l'institution l'a bel et bien adopté par un vote. Il y avait un autre point que je voulais aborder, mais je l'ai oublié. Peut-être que je vais m'en tenir là. L'effet dissuasif que cela est censé produire est bien sûr considérable. Oui, ils ont aussi ajouté à cette liste une autre collègue, une journaliste ukrainienne, Diana Panchenko. J'ai participé à son émission à plusieurs reprises. Eh bien, elle était sur YouTube autrefois. Elle avait plus de 2 millions d'abonnés, mais elle a été coupée de YouTube. Et maintenant,
elle figure sur la liste des sanctions de l'UE Forward. Il la qualifie de « née en Ukraine », pas ukrainienne, mais journaliste et propagandiste née en Ukraine. C'est ainsi qu'ils la décrivent. Diana Panchenko, journaliste et propagandiste née en Ukraine, qui produit et diffuse des récits anti-ukrainiens et pro-russes. Alors, qu'est-ce qui les rend anti-ukrainiens? Eh bien, une grande partie de ce qu'elle rapporte concerne cette mobilisation brutale des hommes ukrainiens, qu'on arrache à leurs appartements et dans les rues pour les envoyer combattre dans une guerre qui ne peut même plus être gagnée. Mais ils doivent adopter ici l'état d'esprit de l'UNMMR, car c'est une guerre qu'il faut gagner. Ils doivent vaincre la Russie, ils doivent affaiblir la Russie. Donc si vous critiquez maintenant la manière dont les hommes ukrainiens sont brutalisés et enrôlés de force dans l'armée, et la façon dont ils sont traités, alors vous êtes aussi anti-ukrainien, parce que vous sapez l'effort de guerre. Tout ce qui ne soutient pas la guerre est anti-ukrainien. Et oui, c'est juste, il n'y a pas. Vous savez, autrefois, on aurait débattu avec elle, du genre, d'accord, quel est ton argument? Parce qu'ils ont tous dit, oh, elle les a accusés d'avoir des éléments nazis dans la direction à Kiev. Eh bien, il y a des éléments nazis. Tous les médias occidentaux l'avaient reconnu avant l'invasion russe. Après le coup de Maïdan en 2014, la BBC avait diffusé des documentaires et publié des articles expliquant à quel point la présence de ces éléments nazis était forte et quelle position de premier plan beaucoup d'entre eux avaient fini par occuper. Mais maintenant, bien sûr, on appelle cela de la propagande pro-russe. Pourquoi? Eh bien, parce que cela soutient le récit russe. Cela remet en question la légitimité du leadership en Ukraine. Et cela pourrait légitimer les actions militaires russes. Ce qui signifie que c'est de la propagande russe. Donc, il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou non. Il s'agit de savoir si cela soutient notre récit. Est-ce que cela nous légitime ou est-ce que cela légitime les Russes? Voilà. C'est cela que signifie désormais le mot propagande. C'est cela que signifie déstabilisation. Et c'est la logique qui justifie aujourd'hui de sanctionner des personnes. Oui, des individus. Yes, it is. C'est d'accord. C'est très déstabilisant, car je pensais que nos institutions fonctionnaient mieux. D'un autre côté, tu sais ce qu'on dit. D'abord ils t'ignorent, ensuite ils te combattent, et enfin tu gagnes. Il semble donc que nous soyons maintenant à la deuxième étape, non? Celle où les personnes qui ont de vrais arguments, qui savent articuler les choses et qui sont capables de remettre en question le récit dominant, ne sont plus ignorées. On les combat activement avec des arguments très, très virulents. Et tu sais, j'ai remarqué ça plusieurs fois avec certains bureaucrates, les vraiment malveillants. Quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ils ne se contentent pas de te taper sur les doigts. What they do is they don't try to slap you on the fingers. They try to knock you dead. Ils essayent de te réduire à néant. Il y a quelque chose de psychologique chez ces gens. Ils tentent d'étouffer la dissidence autant que possible et utilisent toujours l'arme la plus puissante, jamais la plus petite. Ce n'est pas une escalade. Ils frappent simplement très fort. Mais n'est-ce pas aussi une réaction au fait que cette guerre est perdue et que tu sais, l'ampleur de la défaite de l'UMOR et de l'OTAN devient si écrasante qu'ils ne parviennent plus à contrôler le récit. Quand on gagne une guerre, on écrit les livres d'histoire, non? Et eux ne peuvent pas le faire. Ils se battent désormais contre la perte de l'espace discursif. Oui. Non, je pense que c'est pourtant une question essentielle. Cette idée qu'ils pourraient ensuite écrire l'histoire. Toutes les choses qu'ils ont défendues ces 4 dernières années se sont révélées fausses. Et encore une fois, toute cette idée selon laquelle quiconque disait « Eh bien, peut-être ne devrions-nous pas élargir l'OTAN. Cela ne sera pas favorable à l'Ukraine. Cela va détruire l'Ukraine. » Eh bien, tous ces gens ont été écartés. C'est un argument anti-ukrainien, nous disait-on. Si vous êtes pour l'Ukraine, si vous êtes pour l'Europe, alors vous ignorez tout cela et vous continuez.
Et vous savez, tout cela s'est maintenant avéré faux. Toutes ces décisions ont été de terribles décisions pour l'Ukraine, pour l'Europe, et tous ces dirigeants doivent être tenus responsables. Mais ils pensaient qu'ils pourraient ensuite écrire l'histoire. L'histoire ne leur sera pas favorable. Ils ont contribué à la destruction de l'Ukraine. Ils ont rendu l'Union européenne moins sûre, moins prospère et moins pertinente dans le monde. Donc non, je pense qu'il y a maintenant une véritable panique. Oui. Et avant que nous commencions à parler, tu as dit que la panique avait probablement aussi quelque chose à voir avec la nouvelle stratégie de sécurité nationale que les États-Unis viennent de publier. Et maintenant, nous avons M. Merz, qui aurait apparemment déclaré hier, assez ouvertement, que l'Europe et les États-Unis ne font plus front commun. Les Européens sont de nouveau sous le choc, voyant leur monde entier s'effondrer autour d'eux, y compris le conflit entre les États-Unis et l'Union européenne, l'alliance transatlantique américano-européenne, n'est-ce pas? Même si nous devons discuter de l'argument de Brian Berletic, faisons-le peut-être plus tard. Concentrons-nous sur le choc que semblent ressentir les Européens, du moins pour le moment. Mais il est également important de comprendre pourquoi cela constitue un choc aussi énorme pour l'UE. Qu'est-ce que l'Europe, au juste? Nous en parlons sans cesse, comme s'il s'agissait d'une entité cohérente. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans notre histoire, et de nombreux facteurs l'expliquent. Les 27 États membres ne vont peut-être pas se retourner les uns contre les autres, ni forcément s'affronter. Mais ils poursuivront au moins des intérêts économiques et sécuritaires différents, car ils ont bel et bien des intérêts distincts. L'une des raisons pour lesquelles ils ont été organisés si longtemps sous le même toit est bien sûr les États-Unis, qui ont joué le rôle principal de pacificateur en exerçant un leadership essentiel sur l'Europe. Cela a été déterminant. Eh bien, cela est en train de disparaître aussi. Dans un monde multipolaire, une plus grande partie des intérêts économiques ne sera pas nécessairement liée à d'autres États européens. Elle se tournera vers d'autres régions du monde. Lorsque les intérêts économiques changent, les loyautés politiques peuvent suivre. Il y a donc de nombreux signes indiquant que la solidarité ne pourra pas perdurer. Le principal objectif économique de l'UE était l'unité grâce au pouvoir de négociation collective. Mais l'UPAIM n'apporte plus aucun avantage économique, car nous nous sommes coupés d'importants centres de pouvoir, notamment la Russie et la Chine. Et nous avons aussi mis tous nos œufs dans le panier américain, alors qu'il relègue désormais l'Europe au second plan. Alors, il y a de la panique. Quand cette guerre prendra fin, l'Europe pourrait commencer à se fragmenter rapidement elle aussi. Il y a aujourd'hui une grande obsession autour de cette loyauté envers le groupe. Comment maintenir la cohésion du groupe? Et vous savez, Carl Schmitt, un théoricien issu du parti d'Hitler, a développé ses idées autour du concept de l'ennemi intérieur. C'est quelque chose qui renforce l'unité politique. On élimine ceux qui ne manifestent pas une loyauté suffisante envers le groupe et on les force à se conformer. Il est donc toujours tentant de partir à la chasse aux ennemis de l'intérieur. Car encore une fois, comme vous l'avez dit, il ne s'agit pas seulement de s'en prendre, par exemple, au colonel Boo. Vous envoyez un signal clair à tout le monde. Quiconque remet en question les autorités peut être perçu non seulement comme un ennemi des autorités, mais aussi comme un ennemi du groupe, un traître. Et donc, non, je pense qu'après toutes ces années, il ne s'agit plus seulement de la guerre en Ukraine. Nous faisons cela depuis une décennie. Souvenez-vous de la supercherie du Russiagate. Tout le monde devait adhérer à toutes ces idées absurdes, selon lesquelles Trump pourrait être un agent des Russes, tout ce genre de choses. Nous n'avons cessé de chercher des traites dans nos propres rangs, l'ennemi intérieur. Puis il y a eu le Covid, qui ne va pas suivre les règles, qui va tuer ta grand-mère, en quelque sorte, en ne faisant pas ce qu'on lui dit.
Et puis bien sûr l'invasion russe de l'Ukraine. On assiste donc à ce processus continu, sans fin, la recherche d'ennemis de l'intérieur. Et maintenant, bien sûr, alors que l'Europe risque de se fragmenter, cela va être amplifié à l'extrême. Quiconque ne se conforme pas pourrait être perçu comme un ennemi de l'intérieur, ce qui signifie que ses loyautés iraient au camp adverse, à l'ennemi. C'est pour cela qu'ils nous qualifient de pro-russes. C'est que vous ne les détestez pas assez, que vous ne les condamnez pas, que vous ne suivez pas la ligne du récit dominant. Parce que si vous étiez vraiment pro-nous, vous répéteriez les éléments de langage qu'on vous a donnés. Je pense que c'est tout à fait juste. Mais je me demande si les personnes qui mènent cette initiative ne sont pas en réalité plus intelligentes qu'on ne le croit. Je veux dire, à ce stade, c'est devenu un cliché de traiter von der Leyen et les autres de simples d'esprit. Mais, vous savez, d'un côté, oui, tout tourne autour de l'ennemi. Créer cet ennemi artificiel à l'Est et se projeter sur lui, y compris les pires aspects de soi-même, comme la manière dont les Allemands projettent leur propre passé nazi sur les peuples de l'Est en Asie occidentale, n'est-ce pas? Sur les Palestiniens. Et ensuite, ils disent en gros, non, 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 nous sommes à vos côtés pour vous défendre contre les nazis modernes, se projetant à nouveau eux-mêmes. Mais d'un autre côté, nous avons vu comment l'Union européenne, en tant qu'institution, a su utiliser cette crise pour s'emparer de nouveaux pouvoirs. Les droits de survol, par exemple, qui ne relèvent même pas des compétences de l'UE elle-même. Je veux dire, l'UE elle-même n'avait aucune autorité en la matière. Et pourtant, von der Leyen l'a annoncé. Et maintenant, c'est pratiquement un fait. Les avoirs gelés, et sur The Duran, Alexander Mercouris et Alex Christoforou ne cessent de dire que cela mènera nécessairement à une taxation. Nous verrons une fiscalité européenne directement depuis le centre, ce qui signifie un ministre des Finances ou quelque chose de ce genre. En somme, les États-Unis d'Europe par la porte dérobée antidémocratique, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'obtenir un consensus. D'un côté, oui, nous voyons la fragmentation. De l'autre, nous voyons comment le centre parvient en réalité à utiliser cela pour unifier et s'emparer du pouvoir. Et pour une raison que je ne comprends pas, les États membres ou les personnes qui s'y opposent, y compris Orban et d'autres, ne parviennent pas à l'arrêter. Je veux dire, Orban est clairement contre cela, et la Hongrie est un État membre, et ils ne peuvent pas l'empêcher. Pour une raison bureaucratique, ils sont incapables d'y mettre un frein. Non, je suis d'accord. Et encore une fois, c'est un peu un casse-tête. C'est pourquoi beaucoup de ces pays qui s'opposent le plus fermement à l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de voter, par exemple, sur des sanctions ou d'autres sujets, finissent tout de même par rentrer dans le rang. Ouais. C'est donc intéressant. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être le rôle que les États-Unis se voient jouer. Il est très difficile pour les États membres individuels de se démarquer, car ils risqueraient d'en payer le prix. Mais pour les États-Unis, dans cette nouvelle stratégie de sécurité nationale, c'est « Ah, j'ai oublié le mot qu'ils ont utilisé ». Ils veulent non pas inciter, mais soutenir ou encourager les groupes politiques qui souhaitent s'opposer à cette orientation. Parce qu'ils affirment, vous savez, ils disent que la nouvelle stratégie de sécurité est anti-européenne, mais elle prétend que les Européens se dirigent vers une disparition civilisationnelle. Il y a un déclin démographique, la culture n'est plus transmise, la part économique du PIB mondial s'effondre, et les dirigeants deviennent de plus en plus antidémocratiques, autoritaires. Et ils soulignent que dans 20 ans, on ne reconnaît plus l'Europe. Et encore une fois, c'était en quelque sorte. Eh bien, si vous vous souvenez du discours de J.D. Vance à la conférence sur la sécurité de Munich, c'était l'introduction. Mais pour de nombreux dirigeants européens, ils ont été profondément offensés. Comment osaient-ils?
parce qu'il est venu dire que leurs principaux ennemis ne sont pas externes, ni une menace chinoise ou russe. L'ennemi est ici. C'est cet autoritarisme rampant. Mais cette stratégie de sécurité a en réalité intégré ces sentiments dans la stratégie. Et bien encore une fois, je peux comprendre pourquoi ils ont été offensés. Car ces dirigeants européens, pour quiconque a étudié l'UEPL, si l'on parcourt la littérature académique, pensaient qu'ils recréaient un monde meilleur, qu'ils s'éloignaient du monde anarchique du passé pour créer ce nouveau monde vertueux. C'est pourquoi l'UEB est toujours conceptualisé de cette manière. États-Unis d'Europe. Vous savez, heureux ensemble. L'Europe, puissance normative. L'Europe, puissance civile. Je veux dire, c'est le genre de choses qu'il fallait étudier et enseigner à l'université. C'était donc le rôle. Ils avaient essentiellement rompu avec la politique du passé. Et désormais, ils allaient recréer le monde à leur image. Ils avaient une vision très flatteuse d'eux-mêmes et du rôle de l'Europe dans le monde, comme une puissance clé, une force pour le bien. Alors bien sûr, ce n'est pas agréable de voir ce qu'il en est advenu. Mais, je ne sais pas, j'aime beaucoup John Hears. C'est un chercheur qui a écrit en 1950 sur le fondamentalisme idéologique et sur la manière dont un grand idéalisme a souvent des conséquences profondes. Parce que si vous pensez pouvoir relier le monde imparfait d'aujourd'hui à l'utopie de demain, si vous vous battez pour ces grands idéaux, vous êtes prêt à tout pour les atteindre, à enfreindre n'importe quelle règle, et vous ne reconnaissez pas la logique fondamentale de la compétition pour la sécurité, puisque vous ne faites que lutter pour le bien. Et quiconque s'oppose à vous, par définition, combat pour l'opposé, c'est-à-dire le mal. Donc oui, ils deviennent souvent des radicaux, pour qui chaque conflit doit se résoudre par la défaite de leurs adversaires. C'est une bonne description de l'UE aujourd'hui. C'est une bonne description de l'UMERER. C'est un point que je crois récemment dans mon émission, le professeur Hans-Georg Möller, un professeur allemand à l'université de Macao, a justement soulevé la distinction entre les dirigeants moraux et les dirigeants moralisateurs. Vous savez, quand on commence à utiliser la vertu et les valeurs et à les prêcher en disant « tout le monde, tout doit être comme ceci », n'est-ce pas? Alors, on se prépare essentiellement à imposer des politiques très autoritaires et désastreuses. À l'inverse, il y a les valeurs morales qui vous guident dans une prise de décision pluraliste. C'était différent, il l'a expliqué bien mieux que moi. Désolé. Non, je vous en prie. Sorry. No, please. Non, j'allais dire qu'il existe un concept, la bonne haine. Autrement dit, si vous présentez vos adversaires comme le mal absolu, alors votre haine devient un signe de vertu. Je vois beaucoup de cela être encouragé par l'UMEM également. Et même dans ce pays, j'ai vu dans le journal ce matin, le plus grand du pays, il parlait de ces meurtres à Bondi Beach, à Sydney. Il disait, eh bien, il va falloir déterminer qui est derrière tout ça. Et il soulignait que, ces 3 derniers mois, nous avons vu des islamistes, des extrémistes de droite, et les services de renseignement russes impliqués dans des attaques contre des juifs. C'est comme, vraiment, les services de renseignement russes se mettent à tuer des juifs? Je veux dire, tout ce qu'ils font, c'est voilà l'endoctrinement. Il suffit de répéter sans cesse la même chose, que ton adversaire est le mal absolu, et donc que ta haine envers lui est justifiée. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de justifier quoi que ce soit, puisque personne ne va contester. Qui oserait dire, eh bien, ça n'a pas de sens. Pourquoi les services de renseignement russes iraient-ils tuer des juifs? Comment expliquer cela? Eh bien, maintenant tu défends la Russie. Tu es pro-russe, n'est-ce pas? Alors, bienvenue sur la liste des sanctions. C'est ainsi que cette folie est autorisée à perdurer. Dans leur esprit, ils pensent que c'est pro-occidental, parce que c'est anti-russe. Mais tout ce que cela fait,
Si vous n'êtes pas capable de gérer ce dilemme ou cette compétition sécuritaire avec les Russes, c'est qu'il n'y a aucun moyen que cela soit bon pour nous. C'est toujours mon argument. Ce qu'ils appellent pro-russe est en réalité pro-occidental. Vous ne voulez pas de cette guerre avec les Russes. Je souligne aussi ce point. Pourquoi avons-nous même cette nouvelle guerre froide avec la Russie? Ce n'est pas un empire communiste cherchant à conquérir l'Europe. Leurs préoccupations en matière de sécurité ne sont pas déraisonnables. Ils ne veulent simplement pas qu'un bloc militaire hostile s'étende à leurs frontières. Si nous faisions la paix et prenions en compte leurs préoccupations en matière de sécurité, nous pourrions connaître une meilleure prospérité économique. Nous pourrions avoir une meilleure sécurité. Nous n'aurions pas cette polarisation politique. Nous pourrions préserver la liberté des médias et la liberté d'expression et éviter tout cet autoritarisme écrasant. Donc il ne s'agit pas d'être pro-russe. Il s'agit de faire ce qui est dans notre intérêt. Et c'est, vous savez, encore une fois, en revenant au colonel Boo, c'est là qu'il intervient. C'est son point de vue. Mais désolé, je me suis écarté du sujet. C'est juste que lorsqu'on ne peut plus avoir de discussion raisonnable, il n'y a plus de correction de trajectoire. Et alors ces fous continueront à fond la caisse. Désolé. Pied au plancher. Mais j'ai toujours pensé, vous savez, que ces valeurs de l'Occident, en particulier la liberté d'expression, la liberté de réunion, et ainsi de suite, étaient censées nous protéger en temps de crise. Mais il s'avère qu'aussitôt qu'une crise éclate, elles disparaissent immédiatement. C'est vraiment, je veux dire, le rythme de détérioration au cours des 10 dernières années est tout simplement stupéfiant. La manière dont l'Occident a défait tous ces concepts fondamentaux. Et ici, je dois dire que les Américains ont été meilleurs que les Européens. Eux, au moins, ont réellement des débats sur la liberté d'expression. Ils le protègent, pas complètement, mais on peut voir comment la discussion est passée des démocrates aux républicains. Et oui, il y a de l'hypocrisie des deux côtés, mais ils ne l'ont pas éradiquée. À ma connaissance, les États-Unis ont-ils mis des personnes sur leur liste de sanctions de la même manière que l'UMOME le fait maintenant, y compris leurs propres citoyens, à cause de la Russie? Je ne suis pas sûr. Je ne me souviens d'aucun cas. Donc en un sens, le membre se détériore encore plus vite que ce que nous critiquons depuis si longtemps. Il y a aussi des processus internes aux États-Unis qui vont à l'encontre de leur propre constitution. Oui, eh bien, je fais toujours cette remarque quand je parle aussi avec des universitaires américains, qu'au moins aux États-Unis, ils ont cette forte tradition de liberté d'expression qui est encore protégée. Vous savez, toutes ces valeurs démocratiques de liberté d'expression, on dit toujours que ce sont des valeurs occidentales, mais pour de nombreux pays d'Europe, elles ne le sont pas vraiment. Nous n'avons pas les mêmes expériences. Donc je souligne toujours ceci. Si eux ne parviennent pas à la préserver, alors il n'y a aucun espoir pour les Européens. Et je pense que c'est assez évident aujourd'hui. Disons que demain, ils viennent de publier cette liste de sanctions, avec pas mal de noms dessus. Disons que demain, ils publient une nouvelle liste, encore une centaine de noms. Qu'est-ce qui les en empêcherait? Qui s'y opposerait? Quel genre de débat pourrait même commencer? Rien. Il n'y a plus de restrictions, plus de freins. L'UACML repose sur un ensemble de lois et d'accords, mais les dirigeants, aujourd'hui, jettent tout cela à la poubelle et disent « Eh bien, nous allons passer outre, nous avons des lois d'urgence » et toutes ces absurdités. Donc non, je ne pense pas qu'ils sachent, ou peut-être qu'ils savent, à quel point ils sont en train de tout détruire. Vous ne pourrez pas récupérer cela. La confiance, l'état de droit, la liberté d'expression, toutes ces choses qu'ils piétinent en ce moment.
Non, la seule chance qu'ont les citoyens de Lululemon maintenant, c'est de réellement la reprendre à ces kleptocrates, espérons-le, par les élections, en les chassant du pouvoir. Mais nous voyons en Roumanie comment les élections sont truquées. Nous le voyons partout. Nous voyons maintenant comment investit massivement pour soutenir les opposants politiques de Viktor Orban, n'est-ce pas? Donc je pense que rien n'est encore joué. Je crois encore que l'instrument des élections peut encore avoir le pouvoir, comme en France et en Allemagne, d'inverser la tendance. Mais nous voyons aussi comment certaines forces travaillent à interdire l'AfD et d'autres choses. Le Pen a déjà été interdite de se présenter à nouveau comme candidate à la présidence en France, n'est-ce pas? Je veux dire, ils travaillent à régler cela en interne. Eh bien, tout cela aurait dû être des signaux d'alarme qui poussent les gens à se soulever. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, quand ils s'en sont pris à Le Pen, quand ils ont commencé à parler d'interdire l'AfD, allant même jusqu'à la qualifier de parti extrémiste, ce qui signifie que les services de renseignement peuvent s'en prendre à ses membres. Quand les Roumains ont voté dans le mauvais sens, l'ingérence en Géorgie, en Moldavie, je veux dire, il y a eu tellement de cas maintenant où il aurait dû y avoir davantage de soulèvements. Je pense qu'une grande partie du problème vient du fait que les responsables élus qui disent « il suffit d'aller voter » sont désormais devenus presque des bureaucrates. Leur rôle se limite à mettre en œuvre les décisions. Je veux dire, dans ce pays, nous ne faisons même pas partie de l'Union européenne, un peu comme la Suisse. Mais on lit dans le journal, très bien, ils ont maintenant mis en œuvre 150 directives européennes. Donc c'est le travail des responsables et élus démocratiquement. Appliquer des directives d'une union politique dont nous ne sommes même pas membres. Il n'y a aucun débat politique à ce sujet, aucune discussion, rien. Et à ce moment-là, il faut se demander, bien sûr, ce n'est pas une dictature, mais où exactement intervient la démocratie? Comment peut-on s'opposer à tout cela? Si quelque chose est décidé à Bruxelles et que les dirigeants politiques, quel que soit celui pour qui vous avez voté, se contentent d'appliquer ces directives parce qu'ils disent que c'est prévu par un traité ou autre chose, alors, eh bien, que pouvez-vous réellement faire? Et je pense que c'est pour cette raison que dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, il est assez clair qu'ils considèrent l'Union européenne comme une sorte de cancer en Europe et qu'ils aimeraient la voir se désintégrer. Maintenant, les États-Unis ne sont pas une puissance altruiste qui ne se soucie que de la démocratie. Bien sûr, ils ont leurs propres intérêts. Si l'on démantèle l'UEPOMER, il n'y aura plus ce pouvoir de négociation collective. Mais je pense aussi que les États-Unis aimeraient voir l'Europe comme un partenaire, car avoir un partenaire fort renforce leur position dans le monde. Cependant, ils perçoivent désormais les Européens comme s'affaiblissant, devenant de plus en plus un fardeau. Je pense donc qu'ils veulent diviser l'UEPOMER et revenir à des États-nations qui cherchent réellement à promouvoir leurs propres intérêts nationaux. Bien que ce soit le moment où je doive poser la question, pensez-vous que cela ne concerne pas seulement la Maison-Blanche, mais aussi la stratégie des États-Unis? Parce que j'ai ici un problème très contradictoire. D'un côté, oui, la NSS est en quelque sorte un document charnière qui reformule tout différemment. De l'autre, la stratégie de sécurité nationale n'a pas de valeur juridique contraignante. C'est, vous savez, un document conceptuel rédigé par quelques personnes à la Maison-Blanche, probablement un cercle assez restreint, et approuvé par Donald Trump. D'un autre côté, le Congrès, la semaine dernière ou est sur le point de le faire, adopte le NDAA, la loi sur les crédits de la défense nationale. Non, la loi de crédit, la loi qui va financer l'appareil de défense des États-Unis, établit les bases juridiquement contraignantes
sur lesquels les États-Unis doivent agir. Et dans la NDAA, le Congrès interdit en fait toute réduction des troupes en dessous d'environ 270 000 en Europe, et de manière similaire pour la Corée. Elle stipule que toute réduction des troupes en dessous de ce niveau doit d'abord être justifiée auprès du Congrès, et que celui-ci doit l'approuver. Et vous savez, tout retrait unilatéral des États-Unis ne peut pas être décidé par le président Trump. Il devrait passer par le Congrès. Ainsi, le Congrès a désormais adopté un document très solide garantissant la poursuite de la présence américaine en Europe. Ensuring the continuation of US presence in Europe, and at the same time we have the NSS, so you could Et en même temps, nous avons le NSS. On pourrait dire, d'accord, ce sont les deux branches qui se chamaillent entre elles. D'un autre côté, on peut reprendre l'argument de Brian Valetic et dire non, regardez, c'est simplement ce que c'est. Du théâtre de sécurité nationale, une continuité d'agenda. Globalement, les États-Unis exercent simplement plus de pression sur les Européens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Cependant, les Européens semblent être sérieusement en colère, même si je ne sais pas s'ils le sont vraiment, ou si, dans les discussions officieuses qui ont lieu, il n'y a pas une sorte d'accord. Eh bien, jouons notre rôle dans le grand théâtre que représente cette mise en scène. that this performance is. Eh bien, je ne pense pas que tout cela soit du théâtre. Mais je suis d'accord avec Berletic pour dire que ce n'est pas une simple opposition binaire entre les États-Unis abandonnant l'Empire pour la paix. Il s'agit plutôt d'un changement dans la relation avec les Européens. Si l'on regarde uniquement les intérêts stratégiques, on peut voir la direction que prennent les États-Unis, quel que soit celui qui est sur le trône, que ce soit Trump ou un autre. Bien sûr, chacun aura ses propres différences, mineures ou peut-être plus importantes. Mais dans l'ensemble, à mon sens, toute la relation de l'Occident politique après la Seconde Guerre mondiale, après la guerre froide, reposait sur le fait que les États-Unis étaient un hégémon très généreux, surtout envers les Européens, parce qu'ils avaient besoin que leurs États de première ligne soient prospères et forts. Elle voulait que l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, soit plus forte que l'Allemagne de l'Est. Cela s'est donc reflété dans des accords commerciaux généreux. Ils veillaient à la sécurité européenne. Ils ont aidé à la reconstruction. Là encore, ces accords commerciaux sont souvent négligés, mais ils ont également été très bénéfiques pour les Européens. Bien sûr, cela a ouvert des perspectives pour les industries, la technologie et la finance américaine. Mais dans l'ensemble, les États-Unis ont fait preuve d'une grande générosité. Après la guerre froide, les États-Unis se sont érigés en hégémon mondial. Ils voulaient contrôler les nœuds clés de leur empire, des pays disposant de partenaires régionaux. Ainsi, si l'on a le Japon à l'Est, l'Allemagne et le Royaume-Uni à l'Ouest, et que l'on... Oui, si vous lisez le livre de Katzenstein, il a une très bonne manière de cartographier tout cela. Mais de toute façon, maintenant, bien sûr, dans un monde multipolaire où l'Union européenne n'a plus vraiment de rôle clair, elle commence à fragmenter sa position économique. Le monde s'affaiblit. Alors, que faire? S'agira-t-il d'un partenaire puissant qui vous aidera à avoir davantage de poids sur la scène mondiale, ou bien vous entraînera-t-il vers le bas? Si vous êtes aux États-Unis, vous vous dites qu'il faut réduire certains coûts. Les Européens ne devraient pas être un fardeau pour nous. Ils devraient passer du statut de fardeau à celui d'atout. En d'autres termes, ils devraient aller sur le terrain et exécuter nos volontés. Donc, la guerre en Ukraine, confions-la aux Européens. Ils peuvent la financer. Ils peuvent affaiblir la Russie. Donc, je ne vois pas cela comme une politique pro-russe. Je veux dire, eh bien, vous savez, à quoi devrait ressembler la relation économique? Ils ont le choix. Soit ils font de l'UMEV un bloc géoéconomique exclusif pour l'UMER, ce qu'elle est en quelque sorte, c'est-à-dire ne pas commercer avec les Chinois, les Russes, les Iraniens, réduire les échanges avec l'Inde, en gros, avec tous ceux qui rivalisent avec les États-Unis.
Ce serait notre sphère exclusive. Les Européens vont dans ce sens. Certains soutiennent que nous devrions peut-être simplement l'épurer un peu, c'est-à-dire que toutes ces industries qu'ils ont, en Allemagne par exemple, devraient venir aux États-Unis. On voit d'ailleurs que cela commence à se produire. Donc, c'est simplement la relation qui change. Les Européens ne sont plus leur principal partenaire, ni pour contrebalancer l'Union soviétique, ni pour maintenir une hégémonie collective dans l'ère post-guerre froide. Ils évoluent dans un monde multipolaire avec une Europe affaiblie. Le rôle principal des Américains est désormais de cesser de dépenser autant pour les Européens et de commencer à en tirer quelque chose. Et c'est le processus dans lequel nous sommes engagés. Je pense que Trump n'est qu'un homme de transition. Je veux dire, si les démocrates arrivent au pouvoir, ils vont adoucir cette approche. Mais la direction générale, c'est bien celle-là. Pourquoi consacrerait-il autant d'efforts à l'Europe, dont la pertinence ne cesse de diminuer? Ils traitent l'Europe avec un mépris stupéfiant. Oh oui, non. Et jusqu'à la semaine dernière, cela apparaissait très clairement. Bon, d'accord, cette discussion doit se poursuivre. Glenn, les personnes qui veulent te suivre devraient aller sur ta chaîne YouTube, à ton nom, Glenn Diesen. Elles devraient te suivre sur Substack comme je le fais. Elles devraient te suivre sur Twitter, comme je le fais. Tu fais un travail absolument remarquable. Et j'oubliais un endroit où les gens devraient aller. Non, c'est principalement Twitter, mon Substack et ma chaîne YouTube. Tout le monde, allez voir Glenn Diesen. Glenn, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pal.